La démarche de la Bibliothèque de Paris qui est spécifique, qui a décidé de produire, en s'adressant aux éditeurs, un fonds de lecture autonome et circonstancié. Et ça, c'est une démarche. Voilà. Après, quand un bibliothécaire veut une formation, mais il répondrait mieux que moi, passe par des structures, comme Madame l'a exprimé, qui sont le CNFTT. Et c'est eux qui, enfin, c'est les organismes territoriaux qui proposent. Donc l'éditeur n'a rien à voir là-dedans. Par contre, nous pouvons être sollicités dans ce genre de cas, mais nous ne sommes jamais pour rien. Mais disons que vous pouvez être intéressé en tant qu'éditeur, en tant que maison d'édition, de participer à des formations. Il y a quelques personnes spécialisées dans la formation de science-fiction en France auprès de bibliothèques. Monsieur Grenier l'a longtemps fait, je ne sais pas s'il le fait encore, Christian, qui est l'auteur, Stéphane Manfrediot, Stéphanie Picot, qui je pense participe à cette manifestation aussi. Stéphanie a beaucoup œuvré dans la formation de bibliothécaire. Elle le fait encore pour les imaginaires, parce que d'ailleurs ça sera la vitrine que je oui, mais voilà, aller à rencontrer des bibliothécaires, c'est dans un cadre extrêmement précis. Il n'y a pas de... Messieurs, dames, doivent être dans leur bibliothèque, ils demandent des autorisations pour en sortir. Il n'y a pas de... Voilà, c'est enfermé dans vos bibliothèques. Le samedi et le dimanche, parce que ce sont des gens qui travaillent dans la fonction publique, me semble-t-il, et donc pour des règles très très fortes. Donc nous nous rencontrons dans les festivals de façon un peu libre quand c'est le samedi et le dimanche et qu'ils sont venus sur leur week-end, ou qu'ils ont rajouté à la journée de formation obtenue un samedi et un dimanche, quelques repas, parce qu'il y a des amitiés qui se créent, de l'intérêt. Je pense que là, plus encore, je pense que pour faire leur travail, connaître les éditeurs, c'est intéressant. Et nous, en tant qu'éditeurs, la chose qui nous importe, c'est le lien qu'il y a entre les bibliothécaires et les auteurs. Vraiment. C'est-à-dire de faire venir les auteurs dans les bibliothèques à la rencontre des lecteurs. Le font énormément. Et là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se fait. La Talente, c'est à Nantes. Est-ce que votre maison a une relation particulière avec les bibliothèques nantaises? Pas à travers la maison d'édition, qui n'a pas mais avec on a une librairie, donc oui. La librairie a des lots. La librairie fait des animations, parce qu'un libraire aussi, quand il défend sa position, c'est une librairie de genre, cinéma, science-fiction, voilà. Donc effectivement, voilà, ils défendent, je dirais, la prétention juste d'être capable de renseigner et d'aider. Donc oui, donc bien sûr, nous, évidemment, on les connaît bien quand même, mais c'est comme les documentalistes de la région, parce que quand ils veulent un auteur, ils passent par nous pour demander un auteur, une bibliothécaire. On se connaît comme ça, bien sûr que dès qu'on peut prêter des images pour faire des expositions, ce que vous disiez, parce que bon, des fois, les plus petites bibliothèques ont plus d'espace d'exposition que vous. Nous, on a une bibliothèque à Pornic, par exemple, qui passe son temps à faire des choses incroyables. Ils avaient encore Fabrice Collin la semaine dernière, et ils arrivent à monter des expositions. Ils viennent les chercher, on se retrouve à la gare, enfin des choses. Cela dit, tout ça reste un artisanat phénoménal, à l'usage de voitures personnelles. Je pense que vous connaissez tout ça. Et on voit débarquer les bibliothécaires le matin, tôt, avant de prendre le service. Pour venir chercher dans sa voiture, et pour emprunter le break de la voisine pour prendre des planches de la brigade chimérique. Enfin, vous voyez, c'est à la fois, c'est ce qu'on fait aussi comme éditeur et comme libraire tout le temps, donc, mais j'oublie pas que ce sont des gens qui, je pense que c'est un service d'État. C'est intéressant aussi de se rendre compte que l'architecture finalement des médiathèques et des bibliothèques joue un rôle, parce que quand on vous entend tous, on voit qu'il y a des endroits où il n'y a pas la place. Il se trouve que moi j'habite Fontenay-aux-Roses et que c'est aussi quelque chose qui m'a été dit à Fontenay sur la place à la fois pour organiser peut-être des rencontres et puis peut-être pour organiser des expositions un peu plus grandes que celles qui y sont faites. Donc c'est aussi peut-être aussi une réflexion en amont à avoir. Alors quand on est à Paris, c'est peut-être compliqué parce qu'il ne peut pas y avoir des bibliothèques qui se construisent tous les jours dans Paris intramuros, mais j'imagine que certaines communes qui réfléchissent peut-être à agrandir leurs bâtiments parce que les fonds prennent de plus en plus de place, ou justement qui cherchent à avoir des médiathèques aujourd'hui. Il y a peut-être une réflexion architecturale aussi à mener. Alors, juste pour redire, moi, ma bibliothèque, c'est Clignancourt dans le 18e arrondissement. On est quand même une grande bibliothèque pour Paris, on fait 1500 mètres carrés, mais imaginez-vous qu'il y a des vitres
partout. Voilà, c'est très lumineux comme bibliothèque, mais on n'a pas d'espace pour des expositions. Après, on a de la place. On a une salle de lecture qui fait 60, à peu près 60 places. On peut avoir 100 personnes pour une animation. Je veux dire, voilà, c'est juste pour dire. Et à Paris, si la municipalité, vous entendez dire qu'il n'y a pas vraiment de bibliothèque qui se construit, ils seraient furieux parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire le contraire. C'est une question. Oui, alors l'an dernier, en juin 2010. En juin 2010, il y a ouvert une médiathèque à Paris qui s'appelle la médiathèque Marguerite Duras, qui est la plus grande de Paris pour l'instant, qui fait 4000 m² et où travaillait Sylvie jusqu'à récemment. Et c'est une belle médiathèque avec vraiment des beaux espaces, un auditorium, des espaces d'exposition. Il y a des réussites qui sont... C'est-à-dire qu'on a pensé pas seulement la partie bibliothèque, lecture pure, mais on s'est aussi imaginé que ça puisse être un lieu de rencontre, un lieu de vie. Et... Oui, tout à fait. Elle a été vraiment pensée. À Paris, les bibliothèques, finalement, ce sont des bâtiments qui, dans la plupart, existaient déjà. Donc peu de surface, alambiquée, dans des mairies, des choses comme ça. Et là, Duras a été vraiment créé pour être un lieu de vivre. Et puis, pas que pour les livres, puisqu'il y a vraiment tout le multimédia. Il y a donc cet immense auditorium pour des concerts, pour des spectacles. Tout a été vraiment pensé pour ça. Et les expositions, pourquoi pas, ces panneaux tiendraient parfaitement dans la salle d'exposition de Duras. Alors justement, Eric, pour Connexia, l'idée c'est quoi? C'est d'aller faire du porte-à-porte aux bibliothèques Oui, j'ai un site web là, qui vient d'ouvrir, mais oui, je vais démarcher les bibliothèques une par une pour expliquer qu'on est capable de faire des expos, mais que les expos, on est capable de les faire sur mesure, ça c'est l'avantage. Car moi je connais plein de gens dans l'illustration, et donc si vous avez plutôt une envie, une expo sur un thème donné, je suis capable plutôt de vous la monter que moi de vous proposer, je suis capable de le faire, mais de vous proposer une expo clé en main, au mieux, entre nous deux, entre la médiathèque et donc Connexia, qu'on puisse monter nous-mêmes donc une expo. Comme on le fait pour Zone Franche. Zone Franche, j'ai un thème tous les ans, et en fonction du thème, voilà, vous allez attaquer là. Ça peut être l'occasion de rencontrer un illustrateur aussi, l'exposition. Ah oui, tout à fait. Il y en a qui sont ici. Enfin, même à Rouville, là, il y a Yo, ça se prend actuellement. Voilà. Oui, au contraire. Beaucoup d'illustrateurs font des conférences ou des animations. Voilà. C'est quel budget une exposition Oula, c'est super cher. En gros, j'essaie de faire des lots de 24 cadres, on va pas faire trop de place. C'est 500, on va dire grosso modo en TTC, 500 € pour 2 semaines. Pour 2 semaines, après on peut agrandir. Et maintenant vous pouvez prendre ce que vous voulez, voilà. C'est-à-dire vous pouvez en prendre 30, vous pouvez en prendre 5, ça ne me dérange pas. Après, c'est toute une question de négociation. Les auteurs, en gros, les artistes sont payés toujours pareil. Voilà. Comme ça, c'est pas compliqué. J'essaie entre guillemets, ça leur plaît pas beaucoup, mais j'essaie d'industrialiser la chose. Pour que les rapports avec les médiathèques ne soient pas compliqués. Voilà, en gros, c'est une feuille d'Excel et pour les 30 cadres, il y a tant de déplacements, c'est terminé. Après, on va parler du fond. Voilà. C'est un peu l'idée. Bon, maintenant, je donne des exemples sur le site. Après, toutes les négociations. Mais parce que le budget, vous ne contredirez pas, ça reste le nerf de la guerre quand même là aujourd'hui. Oui, alors d'autant qu'on est 60 bibliothèques à faire des animations. Donc c'est vrai que ça fait un énorme budget, parce qu'on fait des animations jeunesse, adultes, discothèques, enfin je veux dire, voilà. Maintenant, moi je sais que mon budget pour un semestre, c'est, pour ma partie, qui est la partie adulte, on va dire, c'est environ 800-900 €. Donc on multiplie par 3 grosso modo pour l'établissement, section jeunesse, adulte, discothèque, donc vous voyez à peu près les budgets. Il y a des bibliothèques qui font beaucoup plus d'animations que moi, parce que moi je fais grosso modo peut-être 2-3 animations par semestre pour ma section, et après voilà, donc on va dire 8-9 animations par semestre sur la bibliothèque, donc c'est pas énorme. Sachant que, voilà, par exemple, Marguerite Duras, qui a été prévu avec un auditorium, etc., c'est énorme. Je ne sais même pas combien ils en font par mois, mais ils ont dû faire... Puisqu'il y a l'outil, il faut qu'il fonctionne. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ils font des newsletters en plusieurs, des infolettres sur les animations en plusieurs fois, tellement il y a d'animations à annoncer, quoi. Ouais. Parce que j'imagine aussi pour vous que souvent, on a parlé des questions peut-être de relation au genre de l'imaginaire, mais parfois c'est peut-être aussi le budget quelquefois qui coince et qui peut poser problème. Donc c'est aussi des questions qu'on est obligé de se poser.
Mireille Rivalan, la relation commerciale, là aussi, avec... alors on l'a dit, ça passe par les libraires, hein, évidemment, mais le prix du livre, il est unique en France, donc qu'on soit une bibliothèque municipale ou un lecteur lambda, on paye la même chose, en fait. Pas forcément. Dedans, et là, je pense que le bibliothécaire serait mieux placé, pas bon, ça a beaucoup de chance que j'ai pris pris, sur le mais Dodo, bien sûr, ils ont une remise, mais une remise plafonnée. Ça ne l'a pas toujours été. Depuis quelques années, elle est plafonnée à 9%, c'est une vente aux collectivités. Donc oui, le prix est unique pour eux, moins 9% du prix public. Ça représente